Bienvenue à tous et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau mardi qui est sur le thème de le rôle des avocats accompagnants en médiation avant, pendant et après la médiation. Aujourd'hui, nous accueillons et remercions chaleureusement Jérôme Herbet et Mathilde Lebrun-Bart. Jérôme est associé gérant du bureau parisien de Winston Strawn et responsable du département droit des affaires à Paris. Il accompagne ses clients majoritairement en qualité de conseil dans le cadre d'opérations nationales et internationales, notamment en fusion-acquisition, en financement d'entreprises. Il lui arrive également d'intervenir en contentieux devant les juridictions civiles ou certaines autorités administratives indépendantes, notamment l'AMF. Formé à l'origine à la pratique du droit collaboratif, il est maintenant médiateur certifié CMAP-ESCP. Il a participé en qualité d'accompagnant à plusieurs procédures de médiation et également en tant que médiation. Ça foire un peu, t'as rien du tout là. Ce petit. T'as rien. Mathilde, elle, est également associée au bureau Strong. Luis, vous pourrez couper le micro, merci. Est responsable de la pratique contentieuse. Elle représente des entreprises françaises et internationales devant les juridictions françaises étatiques et ordinales, ainsi que devant les formations arbitrales et les autorités administratives et étatiques, à l'occasion de contentieux commerciaux auxquels elles font face. Mathilde accompagne régulièrement ses clients dans le cadre de médiation et est également médiatrice certifiée CMAP. Alors, s'agissant de la configuration de cette intervention, normalement, elle dure à peu près 1h30, mais ce sera 1h30 d'échange. Ce ne sera pas une simple présentation habituelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main afin qu'on puisse vous donner la parole. Pour les personnes en ligne, je vous invite à poser vos questions dans le chat et vos questions seront répondues en direct. Donc, je laisse la parole à Jérôme et Mathilde. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, alors, très heureux d'être devant vous, mais on ne sait pas à qui on s'adresse, donc ce serait bien de savoir si vous êtes majoritairement des avocats, minoritairement des avocats. Je ne sais pas qui. Ouais, juste pour savoir si vous êtes. Avocat et médiateur, c'est. Ah. Moi, je suis avocat, je suis consultant. D'accord. D'accord. Ok. Médiateur et avocat. Ouais. Avocat et médiateur, il faut. D'accord. Médiateur, c'est l'avocat. Ok. Juriste, c'est CMAP. C'est l'expert comptable, le médiateur. D'accord. Juriste d'entreprise, médiatrice. Merci. D'accord. DRH, c'est médiateur au CMAP et enseignant. Ok. Bon, bah, c'est intéressant parce que bon, si on s'adresse majoritairement à des avocats, c'est pas tout à fait la même chose que si on s'adresse majoritairement à d'autres. Donc là, c'est mélangé, on va dire, mais à peu près à 50-50. Donc on peut vous poser la question, peut-être, comment est-ce que vous voyez le rôle de l'avocat dans une médiation? Parce que c'est toujours la question du médiateur. Qu'est-ce que les avocats viennent faire dans cette médiation? Est-ce que j'ai besoin des avocats ou à quel endroit je les place dans le dispositif de la médiation? Est-ce que quelqu'un veut donner un retour d'expérience sur la façon dont il se positionne vis-à-vis des avocats? Je dirais deux choses. D'une part, une aide à leurs clients, enfin, de donner un avis à leurs clients sur ce qui se passe. Et puis, le cas échéant, enfin, on peut l'espérer en tout cas, aider à la découverte de la solution. C'est-à-dire être pas dans une démarche de plaidoirie, si je puis dire, c'est-à-dire bon, mais avec la part de subjectivité que ça comprend, mais plus d'aide à la solution. Je vois ça enfin, en tout cas, dans l'expérience que j'ai eue de médiation, il y avait les avocats. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Vous avez un fin commun
comme un facilitateur. De mon expérience, dans des contrats, il existe une clause de médiation. Certains avocats disent on va en médiation, mais ils restent très attachés au processus judiciaire. Par contre, quand ils décident d'aller en médiation, ce sont des vrais partenaires avec lesquels on peut faire alliance pour faire avancer la médiation. Par contre, quand c'est une clause obligatoire, souvent, ils font semblant, mais au bout de quelques temps, on s'aperçoit qu'ils ne jouent pas le jeu du tout. Sachant que vous avez donc face à vous moi je suis plutôt même complètement avocat du contentieux, et plutôt avocat de conseil. Ce qui nous rapproche outre l'amour de notre métier, c'est aussi justement la médiation et c'est intéressant la remarque que vous venez de faire sur l'inclusion systématique des clauses. Est-ce que c'est positif ou pas? Ouais. Bah, c'est une bonne question parce que pour nous, c'est un peu le point de départ de la médiation. C'est-à-dire quand on se pose la question du rôle de l'avocat, c'est comment est-ce que l'avocat rentre dans la médiation. Et évidemment, la présence de clauses de médiation dans les contrats. La présence de clauses de médiation dans les contrats, ça constitue un bon point d'entrée pour la médiation. Et donc, systématiquement, nous, moi en tout cas, les contrats, j'en ai eu. La question, c'était donc quand et comment est-ce qu'on entre en médiation? Et donc l'insertion des clauses dans les contrats, est-ce que c'est une voie d'entrée en médiation qui va être un point de contact nécessaire si le contrat prévoit qu'il y ait une médiation, mais c'est pas l'unique point d'entrée. Donc celui-là, en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui fait plutôt de contrat et de la négociation de contrat que du contentieux, c'est un bon point d'entrée. Et j'ai entendu ce que vous disiez qui était intéressant sur le fait que c'est un bon point d'entrée, mais c'est un point d'entrée obligé. Et donc, est-ce que finalement c'est la bonne façon de se positionner, en tout cas, qu'avocat? Est-ce qu'on a le choix ou pas le choix? Bon, bah, le contrat le dit, donc on est obligé d'y aller. Mais il me semble qu'en amont, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est très utile à nos clients de s'interroger sur les clauses, globalement sur les clauses de juridiction quand il y a un choix possible. Typiquement dans les contrats d'affaires classiques, en gros, de s'interroger sur la pertinence de maintenir des clauses d'arbitrage qui sont devenues un peu systématiques, mais sans qu'elles soient discutées en réalité. Et je ne crois pas qu'il y ait un bon mode de résolution des conflits plutôt qu'un autre. Voilà, c'est très variable en fonction de l'objet du conflit. Il y a une temporalité aussi qui est très importante, mais en tous les cas, conduire les clients, les signataires d'un acte à s'interroger sur la pertinence du choix en amont d'un mode de résolution et lequel et pourquoi la médiation, déjà c'est une première étape parce que même si finalement ils décident de pas insérer de clause de médiation, il y aura déjà, au moins pour les signataires, les personnes qui auront participé à la rédaction de l'acte, une première réflexion s'ils ne sont pas habitués de la médiation. Et c'est d'autant plus facile après de revenir à la charge le moment venu. Voilà. Non, et puis après, il faut s'interroger. Oui, pardon. Moi, j'ai un problème. Souvent nommé par le tribunal, par la cour. Et très souvent, ça fait flop. J'écris aux deux avocats qui sont censés venir en médiation et je n'ai même pas de réponse. Mais quand c'est imposé complètement par le tribunal ou la cour, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup. Et quand c'est inséré dans un contrat, il y a eu un moment où ça a été un accord. Même si c'était, bon, cette clause-là, de toute façon, elle n'est pas essentielle, c'est celle-là dont on discute, on se dit, on la laisse dedans. Mais au moins, elle a été évoquée, la même porte ouverte. Donc, il y a eu une première. Qui quelque chose qui est, et on peut s'en servir. Et comme la médiation reste toujours volontaire, on laisse cette clause s'insérer. Mais on en discute un petit peu. Donc, quand les avocats arrivent, ils se disent, de toute façon, c'est dans le contrat, je suis obligé d'y aller. Et suivant notamment du médiateur, on arrive peut-être parfois à les
à les faire réfléchir et à se dire, bah, après tout, oui, on va essayer. Et moi, j'ajouterais juste sur la durée avec parce que vous parliez de temporalité. Moi, je rencontre la difficulté autre qui est que je suis nommée, je n'ai pas de réaction. Au bout de 3 mois, normalement, c'est fini, sauf si je demande le renouvellement. Et il n'y a rien qui se passe ni dans les 3 premiers mois, ni dans les 3 autres mois. Et j'en ai mon expérience hier. J'avais été nommée à la réunion et on a fini hier et j'ai été nommée il y a 2 ans. Ah oui. Mais ça s'y fait et je suis vraiment hors du contrat, de la convention, et ça se fait. Pas grâce à moi, mais grâce à ce qu'on a mis en place. Et vous soulevez aussi le sujet passionnant de la médiation à l'invitation de la juridiction. Voilà, et même côté avocat qui n'est pas simple en tous les cas, parce qu'on est déjà engagé dans une procédure, pour le coup on a pleinement la casquette de pitbull ou en tous les cas d'avocat plaidant. La tendance c'est de craindre qu'on torde le bras à nos clients en les forçant à entrer dans un processus qui par essence doit être volontaire de leur part. Bon, je pense que les attitudes, principalement des avocats, évoluent et qu'on est de plus en plus nombreux à suggérer à nos clients de un peu laisser la chance au produit, en gros, puisqu'on sait que ça fonctionne. Mais c'est pas toujours évident, en effet. Puis il y a une autre question, mais qui est plus une question sur parce qu'on disait pourquoi la médiation, quand et comment, c'est-à-dire que tous les types quand on insère une clause de médiation dans un contrat, tous les types de contrats ne sont pas des contrats qui sont nécessairement les bons contrats pour une médiation. Voilà. Et donc, je pense que le rôle de l'avocat quand il accompagne son client, au moment où la question se pose, c'est vraiment de s'interroger sur la nature de ce qui est en train d'être négocié, sur la nature de la relation qui est en train d'être créée entre les parties, et sur la question de savoir si la clause de médiation fait du sens par rapport à ce type de contrat. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des contrats qui sont des contrats dans lesquels soit l'obligation va être éteinte en une fois, soit il n'y a pas de portée, je dirais, stratégique. Bon, la clause de médiation, on peut l'insérer, mais la médiation ne sera pas nécessairement le meilleur terrain de jeu, enfin le meilleur moyen de résolution d'un conflit ou d'une difficulté si elle vient à naître. Donc, en amont de ça, l'avocat rédacteur ou l'avocat négociateur des contrats doit, à mon sens, se poser la question de savoir sur quoi il travaille et est-ce que le contrat en lui-même est le terrain de résolution pour une médiation, ce qui doit arriver. Et puis après, avec tout l'éventail, pour moi, la richesse de la médiation, c'est qu'on peut l'envisager comme on le veut, en fait. Ça peut être une médiation institutionnelle comme celle du lieu qui nous accueille aujourd'hui, avec l'énorme avantage, à mon sens, du règlement, qui est très rassurant pour les clients, et puis voilà, des listes de médiateurs. C'est quand même un gage de qualité, mais c'est évidemment pas du tout obligatoire. Il y a un terrain dans la pratique qui est très utile aussi, c'est d'envisager la médiation un peu comme une alternative à des conciliations obligatoires. Je pense notamment aux conflits entre associés pour des professions réglementées, par exemple dans le domaine de la santé, mais pas que, où il y a des mécanismes de conciliation en fait devant les pairs, devant les ordres, qui sont obligatoires pour le coup. Les parties concernées par le conflit peuvent préférer et être encouragées en ce sens par leurs avocats à choisir un forum de discussion en dehors de cette conciliation obligatoire. Il peut y avoir un grand intérêt à choisir la médiation pour ça. Voilà. Après, au niveau de la question de savoir pourquoi la médiation, quoi et comment, il faut aussi se poser la question de savoir qui sont les clients et comment est-ce que le contrat se prête à ce genre de mécanisme de résolution, mais qui sont les clients? Est-ce que dans le rapport de force ou dans les équilibres en présence, une médiation est susceptible de faire du sens à moyen terme, ou est-ce qu'on est dans une situation dans laquelle
même si le contrat est un contrat qui s'inscrit dans la durée, qui a vocation à faire vivre une relation, est-ce qu'il y a un déséquilibre manifeste entre les parties qui fait que l'exercice de médiation risque d'être délicat à un moment ou à un autre parce que dans les forces en présence, on sera sur un terrain dans lequel on pressent que la discussion sera compliquée. Là aussi, c'est quelque chose qui nécessite d'être un tout petit peu réfléchi en amont, parce que on sait que il peut y avoir un biais par la suite au moment où on devra entrer en médiation, où on est censé être à égalité, on va dire, devant le médiateur, mais égalité psychologique pas toujours, et donc ça peut compliquer un peu la tâche. Et puis après, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut assister le client au moment où on est arrivé au bout de l'exercice, on a inclus notre clause de médiation, parce que c'est comme ça que je vois les choses, mais on est invité à médier. Comment est-ce qu'on peut accompagner notre client dans le choix du médiateur? Et là, c'est toujours une question très intéressante, puisqu'on revient sur les débats habituels. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui connaît le secteur d'activité, le milieu? Est-ce que quelqu'un qui à 25 ans est aussi crédible qu'un monsieur qui a un peu plus? Comment est-ce qu'on a quel rôle on a à jouer dans l'accompagnement du client sur le choix du médiateur? Et là aussi, je pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Ça dépend. C'est souvent rassurant pour nos clients qui découvrent la médiation, que le médiateur soit connu de leurs conseils habituels, en gros. Mais même si, quand on est formé, et a fortiori médiateur, on sait que c'est pas du tout nécessaire. Mais ça peut être de nature à rassurer nos clients. Sur la familiarité du secteur d'activité, moi, je suis très partagée. Je trouve que c'est vraiment à double tranchant et que ça peut, dans mon expérience, en fait, souvent se retourner contre les clients parce qu'on a d'autant plus de biais qu'on pense comprendre ou savoir, en fait, en tant que médiateur. Et parfois, c'est pas un cadeau, en fait, pour le bon déroulement de la médiation, je trouve. Mais bon, ça, c'est... On a fait l'expérience d'un dossier dans lequel, évidemment, chacune des parties voulait avoir son médiateur. Comme ça, il y avait un déséquilibre naturel entre les parties au départ. Donc, l'une a dit, non, mais moi, je veux choisir mon médiateur. Donc, l'autre a dit, si vous choisissez votre médiateur, on va choisir le nôtre. Et on s'est retrouvé avec nos comédiation, CMAP, avec une médiatrice qui connaissait le secteur et un médiateur qui connaissait moins le secteur. La médiation s'est déroulée avec une sorte de biais de connaissance qui a fait que on est allé au bout de la médiation et elle s'est résolue par un accord, donc elle s'est bien résolue, mais le chemin a été parfois un peu délicat, voilà, parce qu'il y avait ce biais. Je sais pas vous si vous avez des retours sur cette question délicate du choix du médiateur et la façon dont l'avocat doit intervenir ou pas dans ce choix. Ouais. Par exemple, on a la Chambre maritime de Paris, dans laquelle on a un règlement d'arbitrage, où on a règlement d'arbitrage de conciliation et de médiation. Et finalement, il y a une liste unique d'arbitres qui sont arbitres au départ et qui seraient habiles à conduire des médiations, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas médiateurs. Donc, c'est vrai que ça pose des difficultés, il me semble, parce qu'on ne peut pas être à la fois arbitre, comme vous le disiez, quand on est avocat spécialisé dans un domaine d'activité, ça me paraît très délicat d'être à la fois médiateur et continuer une activité contentieuse avec des parties et des forces en présence qu'on a l'habitude de côtoyer
au quotidien du contentieux. Donc, c'est vrai que ça pose des difficultés. Mais moi, j'ai l'impression que les acteurs et que les sujets à la médiation, les parties, ont besoin d'être rassurés pour rentrer en médiation par une connaissance certaine de l'environnement dans lequel ils vivent. Et puis la deuxième grosse crainte que je vois comme un obstacle à rentrer en médiation, c'est cette crainte de la perte de la règle du droit par la mise en place de médiations successives. Hein. Il y a beaucoup de professeurs de droit qui, vous savez, qui craignent ça. Et c'est vrai que les parties ont besoin d'être rassurés de savoir quelle est la règle de droit, avec une règle de droit qui évolue. Et le fait de rentrer systématiquement en médiation, eh bien, il me semble qu'il y a une crainte de voir cette règle de droit s'amenuiser et finalement perdre en sécurité juridique. Alors voilà. Alors peut-être que la vraie ouverture, c'est la réalité judiciaire avec l'encombrement qu'on connaît et qui doit pousser les participants et les acteurs à rentrer en médiation, et c'est tout le rôle de l'avocat. C'est ce pourquoi vous faites aussi cette réunion où il y a un vrai changement culturel dans lequel les avocats doivent être partie prenante et agir au quotidien. Sur le choix de l'avocat, sur le choix, pardon, du médiateur, il y a quand même une fatalité qui est assez traditionnelle, c'est que l'avocat est quand même plus sachant que son client, en règle générale, quant à l'identité du médiateur, le choix, les fausses bonnes idées et tout ce qu'on doit vérifier ou savoir avant de choisir un médiateur. C'est pour ça que de manière traditionnelle, qui en s'en remet plutôt à l'avocat. Je généralise peut-être un peu trop, mais en général, c'est la tendance. Et je dirais que c'est relativement sain pour deux raisons. La première, c'est que l'avocat connaît quand même mieux le monde judiciaire et la manière dont ça fonctionne, les interactions entre la médiation et le judiciaire, par exemple. Donc, ça peut être extrêmement piégeux. Donc, tout ça, l'avocat, s'il a été bien formé en tant qu'accompagnant au moins, il a ce rôle. C'est le rôle qu'on doit avoir en 2024 en tant qu'avocat, les mardes. Donc, c'est technique comme sujet, y compris pour la règle de droit de fond. Et le deuxième aspect de du fait que c'est sain de fonctionner comme ça, c'est que plus un client veut un médiateur, plus ça peut suggérer qu'il y a un lien, une habitude, quelle que soit la manière. Et notre conflit d'intérêt en tant que médiateur, c'est d'avoir un lien avec les parties. Donc un médiateur qui a les faveurs d'une partie, sans chercher à mal, mais c'est qu'il y a quelque chose et le médiateur risque de se déporter pour être tranquille, pour pas pour être à l'aise. Donc c'est pour ça que quelque part, il vaut mieux que le barissante soit du côté de l'avocat. Il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr. Si. Ça montre que de toute façon, c'est un débat sans fin, hein, ce sujet-là. Donc une fois qu'on est rentré dans la médiation, quel est le rôle de l'avocat? Le rôle de l'avocat, c'est de préparer son client et donc d'essayer de l'accompagner dans ce qui va être la médiation. Et le préparer, ça veut dire un certain nombre de choses. On va décrire ça un peu plus en détail. Mais la première question à analyser de notre point de vue, c'est de savoir qui va venir à la médiation. Même si, pardon, je te dis tout de suite, en fait, je rebondis sur ce que je dis. En fait, en réalité, la première question, c'est notre point 4, c'est la MESOR, c'est l'analyse de risque et... Oui, mais tout vient ensemble. Ouais. Je pense pas que ce soit hiérarchisé dans cette présentation-là. Mais la première question va être évidemment de comprendre pourquoi la médiation, donc la MESOR. Est-ce qu'on a intérêt à venir en médiation plutôt que d'aller au contentieux? Là, c'est un peu schizophrène pour l'avocat. Ami Georges est là, on en a déjà parlé à 200 reprises, parce que évidemment l'avocat peut avoir un biais pour préférer un bon contentieux bien vasouillard qui va durer pendant des années et avec lequel il va pouvoir vivre pendant un certain nombre de mois, voire d'années, à une médiation dont, si par miracle elle se passe bien, elle risque d'être assez courte et
Et donc, en termes de modèle économique, c'est pas nécessairement le plus évident pour l'avocat. Vraiment, clairement, ça dépend des parties qui sont supposées en médiation, parce qu'il y a des gens dans le procès qui ne vont pas jouer des deux rêves pendant des années. Donc, oui, ça dépend. Là, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait envisager par rapport au parti. Alors là, on est clairement, le portefeuille du client va jouer. Donc là, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Principe de réalité. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, je disais, je ne sais plus ce que je disais. Oui, qui vient à la table des négociations, qui est le point 2 qu'on a mis là. Oui, c'est la question de savoir qui représente le client, qui est cette, Alors, dans mon domaine, évidemment, mes clients sont plus des entreprises ou des sociétés que des personnes physiques. Donc, se pose la question de savoir qui est le représentant de cette entreprise, de cette personne morale, et quels sont ses pouvoirs. Alors, ça peut-être c'est quelque chose qu'on répète assez souvent dans la formation de médiation, s'assurer de connaître les pouvoirs des personnes autour de la table, mais dans la vraie vie, ça arrive. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de mener un exercice de médiation jusqu'à un point où on s'est dit, on va y arriver. Et à la dernière minute, on se rend compte que la personne avec laquelle on discute nous dit, bah non, en fait, il faut que j'aille faut que j'aille en parler avec mon N plus 1, plus 2, enfin bon, ça dépend de l'organisation. Et en tout cas, mon expérience, c'est qu'après plusieurs réunions de médiation, je me suis retrouvé avec en face de moi quelqu'un qui a dit, bah non, en fait, mon chef est pas d'accord. Et donc, mon chef est pas d'accord, égale, on part au contentieux parce que on n'arrivera pas à raisonner le chef. C'est-à-dire que si le chef n'est pas d'accord, c'est pas le chef qui va venir à la table des discussions. Et donc, ça nous semble être un présupposé important, mais c'est pas nécessairement un problème. C'est-à-dire que si la personne qui vient à la table des négociations dit dès le départ clairement, voilà, je suis habilité à négocier jusqu'à un certain point, ou je suis habilité à négocier, mais à un moment, il faudra que je rende compte ou que je prenne l'aval de supérieur hiérarchie pour conclure un accord. Si cette chose-là est dite dès le départ, on peut quand même avancer dans la médiation parce que l'autre partie l'aura entendu et donc on saura qu'il y aura un point de rendez-vous. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On préférerait tous avoir en face de nous un DG ou un PDG ou quelqu'un qui peut faire à peu près ce qu'il veut, même si une fois sur deux, il va dire qu'il a quand même besoin de l'avis de son conseil d'administration pour engager la société. Donc tout ça est en réalité un problème qui peut être sans fin. C'est-à-dire qu'on s'abrite toujours derrière l'autorité que l'on tient de quelqu'un. Mais enfin, le fait de le clarifier dès le départ devrait être un élément important à prendre en compte pour justement permettre d'avancer dans une négociation, un dialogue qui soit un dialogue qui ait le plus de chances d'aboutir. Et je pense que cette transparence, vraiment dès le départ, elle permet d'éviter que ce soit un point de blocage en cours de médiation, ce qui est vraiment le pire. Et pour moi, sur le rôle de l'avocat dans le choix de la personne qui vient à la table des négos, il y a deux éléments qui peuvent être pertinents à prendre en compte. D'une part, je pense surtout aux grosses entreprises, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a dans l'entreprise des personnes formées à la négo? Ça, c'est quand même assez aidant. Et c'est pas nécessairement celle auquel on pense. C'est pas le service achat nécessairement, parce que voilà, ils n'ont pas exactement la même la même appréhension de la négociation que celle qu'on tente de pratiquer en médiation. Et puis l'autre point, c'est on en revient toujours aux intérêts préoccupations. C'est qui est animé par ces intérêts préoccupations, ceux de l'entreprise qui est représenté à la table. Ça tend quand même à désigner quelqu'un en responsabilité, donc plutôt haut dans la hiérarchie. Mais pour moi, c'est vraiment le point essentiel, en fait, d'avoir en permanence ces intérêts préoccupations en tête. Sinon, le risque, c'est de retomber très rapidement dans une négo de position qui est pas très fructueuse. Compliqué. Ouais.
Alors, une fois qu'on a le bon interlocuteur, évidemment, notre rôle, ça va être de le préparer à la négociation. Donc, déjà, de l'informer, la médiation, donc l'informer sur ce qu'est la médiation. Et donc, essayer de décrire dans des termes qui sont peut-être moins, comment dire, abstraits que ceux qu'on peut utiliser entre nous quand on va parler de Mézor, Batna, tout ça. C'est bien, mais c'est pas compréhensible nécessairement par nos interlocuteurs. Et donc, nous, on insiste beaucoup sur le fait que pour que la médiation fonctionne, il faut que le client soit préparé à la médiation. Et ça, c'est le rôle essentiel de l'avocat. Oui. On ne vient pas en médiation comme ça, de façon évidente. Surtout quand il y a un avocat. C'est-à-dire que, encore, quand il y a une médiation sans avocat, c'est formidable. Mais si un avocat est là, on sait que la partie d'en face aura un avocat aussi. Et donc, pour nous, c'est important d'expliquer ce qui va se passer, quel va être le processus, comment est-ce que le médiateur va se positionner, quel est le rôle du médiateur, que le médiateur n'est pas celui qui va apporter la solution. Et donc, ça, c'est quelque chose qui prend, à mon avis, tout le rôle de l'avocat accompagnant pour justement assurer le succès de la médiation. Alors, on avait une question dans le chat, mais qui porte sur le sujet précédent, qui était quid d'une partie en redressement judiciaire entre pouvoir du dirigeant et pouvoir de l'administrateur judiciaire. Ben, si elle est en redressement judiciaire, ça va dépendre, mais l'administrateur judiciaire aura son mot à dire, quoi qu'il arrive. Donc, l'administrateur judiciaire doit être dans le paysage de la négociation, même si on ne connaît pas nécessairement la totalité de l'historique et de la façon dont les contrats ou les relations ont pu être nouées avec les contreparties. Pour moi, l'administrateur judiciaire, il est nécessairement dans le paysage de la médiation. Ouais. On a beaucoup parlé de la formation des parties à la négociation. Dans une vision effectivement parisienne où il y a beaucoup de grandes entreprises, il y a effectivement des cabinets d'avocats tous les avocats sont bien à ça. On peut espérer, on va dire. Voilà, dans des régions plus de PME, on a des avocats qui sont beaucoup aussi des avocats de contentieux. Et je regrette souvent le manque de formation à la négociation des avocats qui pensent que négocier, en fait, c'est échanger dans le cadre d'une transaction. Voilà. Et qui, tout ce que vous dites, Batna, Mézor, etc., leur est totalement étranger. Donc, il faudrait aussi peut-être penser à la formation elle-même, la vraie formation elle-même des avocats à la négociation elle-même. Ce n'est pas forcément le cas partout, je peux vous l'assurer. C'est un vrai point ce que vous dites, parce que ça nous arrive. Les méthodes ou les techniques qu'on utilise dans la médiation sont des méthodes et techniques qu'on peut utiliser en dehors de la médiation. Et donc, en ce qui me concerne, quand je négocie un contrat, j'essaye de mettre en œuvre exactement la même chose. Et donc, on peut se retrouver avec un confrère dont on sent qu'il n'est pas vraiment formé, mais on peut l'accompagner aussi dans le travail. Mais en effet, on aurait pu le rappeler en intro, la première chose à faire, c'est en tous les cas, d'encourager tous nos confrères à se former. Quand il y a une question de confiance, par exemple, quand on exerce dans un cabinet avec d'autres avocats, il se trouve que nous, on est plusieurs à être formés, mais souvent, c'est l'avocat en charge du contentieux qui sera formé, qui gagne la confiance de ses associés pour que quand il y a ce type de situation, en fait, ses associés le laissent un peu à la manœuvre. C'est aussi parce que c'est indispensable d'avoir un avocat formé à la négo. Et dit autrement, l'inverse je pense que vous en avez tous fait l'expérience, peut tout à fait faire capoter un processus de médiation. Donc oui, il faut prêcher la bonne parole et inviter. Mais cela dit,
Jérôme et moi, on a commencé il y a quelques années par le processus collaboratif et les barreaux de province étaient clairement en avance par rapport aux barreaux parisiens. Et j'entends votre point sur la médiation, mais je pense que ils sont pas tellement à la traîne, hein. Dans les commentaires, effectivement, du chat, effectivement, les avocats de province ça, se disent bien, plutôt bien formés. Oui, confrère. On en connaît pas mal, La Rochelle ou ailleurs. Coutances, qui effectivement ont la maîtrise de ces outils-là. Mais après, peut-être sont confrontés aux difficultés de la réalité économique du métier d'avocat. Tout ça est un ensemble. Il n'y a pas d'exclusivité, c'est-à-dire que il n'y a pas d'exclusivité. Un avocat peut être formé et souhaiter mettre en œuvre une médiation ou une procédure type droit collaboratif qui repose sur les mêmes techniques, les mêmes outils, et ne pas trouver nécessairement l'opportunité économique de le faire, la capacité de le faire de toujours. Nous, le droit processus collaboratif, qui était quelque chose qui était intellectuellement extrêmement intéressant, n'a jamais réussi à le mettre en œuvre en droit des affaires. Ça marche bien en droit de la famille, mais pour le droit des affaires, c'est très compliqué. Parce qu'il faut 2 avocats formés pour mener à bien le processus, et trouver 2 avocats formés en droit des affaires pour résoudre un conflit ou une situation compliquée dans le cadre du processus collaboratif, c'est quelque chose que nous n'avons pas connu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais on va dire que nous ne l'avons pas connu. Voilà. Mais ça revient aussi à informer le client sur l'existence des différents modes, ce que vous disiez, mode alternatif de règlement des différents. La médiation en est un, mais ça n'est pas le seul. Et donc, il faut bien expliquer au client quel est le rôle du médiateur, qu'est-ce que c'est qu'une médiation, en quoi c'est différent d'une conciliation, en quoi c'est différent d'un processus collaboratif, de façon à ce qu'il n'y ait pas comment dire, d'attente non répondue par le processus de médiation. Le client doit savoir que le médiateur est celui qui va être là pour l'écouter, mais pour écouter l'autre partie aussi, qu'il va y avoir donc un jeu, qu'il va falloir être en mesure d'entendre ce que l'autre partie a à dire, même si évidemment on considère que tout ça est profondément injuste ou totalement biaisé, ou puisque dans la réalité, au-delà des cas pratiques qu'on nous soumet quand on passe la certification, dans la réalité, ça peut être beaucoup plus tendu et beaucoup plus vif que les exercices policés auxquels on se livre au moment où on se forme. Mais c'est vrai que dans mon expérience, c'est très utile que le client soit vraiment briefé en amont sur le déroulement complet, même s'il n'y a pas de règle absolue, mais qu'en gros, il ait connaissance de la roue, qu'il ait connaissance aussi des outils que le médiateur est susceptible d'utiliser. Je pense notamment à l'écoute active, à la reformulation. Si les clients ne savent pas du tout ce que c'est et qu'ils découvrent en réunion de médiation, pardon, ça me fait sourire, le médiateur qui reformule ce qu'il dit, ça peut en première réaction, ça peut les agacer. Alors que non, mais c'est vrai. Alors que s'ils sont avertis, ils vont comprendre l'intérêt de la chose. Mais encore une fois, c'est question d'être préparé et d'en avoir conscience en amont. C'est hyper important aussi que l'avocat accompagnant, a fortiori, c'est l'avocat de contentieux, informe et éduque son client sur le rôle que lui, avocat, va avoir en réunion, qui est plutôt en principe taisant. Et voilà, que ça soit pas mal perçu comme un aveu d'échec ou que ce soit pas mal perçu par le client. Évidemment qu'on n'a pas la même attitude en réunion de médiation qu'à la barre du tribunal. C'est normal et c'est comme ça qu'on roule notre rôle d'avocat. Encore faut-il l'expliquer. Même chose, ça semble être une évidence, mais le respect de la parole de la partie de l'autre côté de la table,
de pas s'interrompre, voilà, toutes les règles de courtoisie qui sont vraiment essentielles pour le bon déroulement de la réunion. C'est pas inutile de les rappeler à son client en amont. Alors, on a une question dans le chat. En médiation institutionnelle, quel est le rôle de l'avocat? Il assiste son client. La médiation doit se dérouler avec le médié ou avec l'avocat? Avec le médié, c'est évident. Enfin, le médiateur peut avoir des discussions avec les avocats, mais à la fin du compte, c'est le médié qui doit être le moteur de la solution. Donc, soit les avocats, et c'est la difficulté pas du rôle de l'avocat en tant qu'accompagnant, mais du rôle de l'avocat en tant que avocat. C'est-à-dire, c'est exactement ce que disait Mathilde. L'avocat peut avoir envie de montrer qu'il est avocat. Et c'est là où on se retrouve dans des situations dans lesquelles la médiation commence par une plaidoirie un quart d'heure parce que l'avocat doit montrer à son client qu'il maîtrise le dossier, qu'évidemment il a le meilleur dossier du monde, qu'il va gagner, écraser l'autre pour instaurer un rapport de force comme les avocats aiment le faire dès le départ. Bon, c'est pas du tout l'objet de la médiation et c'est assez contre-productif. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, dans la vraie vie, là aussi, on se retrouve souvent avec ce genre de biais. Donc, Et ça sera plutôt le rôle du médiateur. C'est le rôle du médiateur, mais c'est aussi la difficulté d'être avocat accompagnant d'une médiation quand soi-même on n'est pas formé ou on n'a pas cette sensibilité-là parce que on se retrouve avec des réflexes naturels. Et donc, les réflexes naturels pour l'avocat, c'est d'aller défendre son client et de plaider son dossier devant le médiateur. Évidemment, le biais qu'on a, nous, quand on présente tous ces éléments-là, c'est que nous sommes avocats accompagnants, formés, médiateurs, et donc on essaye de faire en sorte que cet accompagnement soit positif et permette l'éclosion d'une solution dans le cadre d'une médiation. Mais le rôle de l'avocat accompagnant en médiation qui connaît rien à la médiation, qui pense que c'est con, qu'il pense que c'est un modèle économique contraire à ses intérêts, ça va être de torpiller la médiation par tous les moyens. Et donc de ne pas laisser sa place au médiateur, de ne pas permettre au dialogue d'éclore et on l'a déjà vu. Et puis, il y a aussi le cas de figure de l'avocat accompagnant d'un client qui lui-même aura du mal à rentrer dans le cadre d'une médiation. Parce que le client aussi, c'était les points de départ de notre propos, c'est-à-dire il faut savoir qui est son client pour savoir si la médiation correspond à la personnalité du client. Ça ne va pas à tous les clients. Il y a des clients qui seront incapables de se résoudre à accepter un jeu policé de dialogue, à se résoudre à entendre la contrepartie dérouler un narratif qui va être évidemment totalement incompréhensible pour lui et ou éveiller en lui des sentiments de colère, de violence qui seront difficiles à canaliser. Tout ça joue dans le rôle de l'avocat accompagnant. On parlait tout à l'heure de bonne foi, pardon. Bah oui, en effet, ce sera au moins un des éléments clés de tester en amont la bonne foi de son client, sa volonté réelle de se mettre autour de la table et de discuter. Et puis sinon, alors moi je préfère que les choses soient désarmées en amont, mais sinon pour moi le crash test c'est la première réunion en fait, de l'attitude, la bonne volonté du client comme de son conseil. On peut pas faire illusion au-delà de la première réunion. Donc voilà, le risque c'est de faire son temps à cette première réunion, et que la médiation s'arrête là. Mais au moins, il me semble que, enfin, dans mon expérience, en tous les cas, c'est systématiquement, les gens se révèlent à la première réunion, c'est en termes d'attitude et de bonne volonté. La médiation, c'est changer le pratique et le paradigme. C'est-à-dire que
avec des mots simples, et je pense que c'est ça qui fait peur aussi. Les clients, les médias ont besoin d'être rassurés, mais ils ont besoin aussi de comprendre. Et c'est vrai que souvent, avec des mots simples, c'est en tant qu'avocat, ancienne avocate, c'est de dire, ben voilà, si vous venez en médiation, vous venez vraiment en médiation, c'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher la solution. L'avocat n'est plus, et moi je leur dis, l'avocat n'est pas une partie, vous êtes les parties. L'avocat et l'accompagnement, le rôle de l'avocat va être tout en amont de conseiller son client, d'apporter. Mais il y a un changement de posture, c'est cesser de lutter contre pour chercher avec. Et si on n'a pas switché et on n'a pas cet état d'esprit, c'est pas la peine. Autant poser le crayon tout de suite. Donc il y a à la fois tout un travail de formation et d'information du client, mais ça passe aussi par un changement de posture et de paradigme au niveau de l'avocat. C'est essentiel. Je pense qu'il y avait une question. Merci beaucoup. Pour enchaîner sur ce qui a été dit à l'instant, mais il faut aussi compter sur le médiateur, bien sûr, pour à plusieurs reprises, quand on est en judiciaire lors de la réunion d'information qui peut être très longue, hein, c'est pas forcément une demi-heure, c'est 1 heure et demie, les gens commencent à se faire une idée de leur rôle respectif. Donc le médiateur, au départ et pendant tout le cours de la médiation, doit émettre aussi des signaux méthodologiques, des rappels, et en particulier en direction de l'avocat. Et je voudrais signaler cet aspect qui est très important, c'est que le médiateur n'est pas en contact, il peut n'être pas en contact seulement exclusif avec la partie, mais aussi avec l'avocat. Et ça permet aussi de faire évoluer les confrères, qui sont ceux que vous décriviez tout à l'heure. Après, le rôle de l'avocat, alors pour se rapprocher encore plus de ce qu'on a terminé, à savoir, l'avocat doit se transformer et montrer à son client qu'il sera un autre avocat lors de la médiation. Il y a un point, je dirais, ultime, qui est que l'avocat qui prépare son client doit lui dire, vous êtes libre. Vous êtes libre, ne me regardez pas pour me demander l'autorisation. Vous connaissez le dossier, je vous ai donné mon avis, je vous le redonnerai au cours de médiation. Donc c'est vous qui décidez. Donc, même si ça fait 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied, vous êtes libre. Après, au médiateur à aménager la relation client-avocat pour que le client évolue avec une autre appréciation du risque judiciaire, alors que son avocat lui a dit autre chose pendant 2 ans. Mais ça encore, ça se traite. Mais il faut que l'avocat ait le courage aussi de dire au client ne me regardez pas comme si j'étais vos parents. Ça correspond à ce qu'on a essayé de résumer là quand on a dit avocat déconstruit, mais toujours avocat. C'est-à-dire que dans ces éléments, les prises de contact avec le médiateur, les prises de contact avec le client, est-ce que on est toujours avocat, donc est-ce que c'est à l'avocat d'appeler le médiateur? Est-ce que c'est à l'avocat d'être le moteur, une partie, pour partie moteur de la dynamique qui va s'installer, etc. Il n'y a pas de règle, de mon point de vue, mais tout est envisageable. Et donc, dans cette posture, l'avocat doit évoluer, c'est-à-dire qu'effectivement, il doit savoir comment se positionner. Est-ce qu'il doit intervenir? Est-ce qu'il doit ne pas intervenir? Comment laisser la parole à son client plutôt que de chercher à se l'accaparer? Et tout ça est un petit peu compliqué. Donc le médiateur peut aider quand il sent que l'avocat accompagnant n'est pas lui-même formé ou n'a pas lui-même la sensibilité nécessaire pour être aidant vis-à-vis de son client dans le processus de médiation. Mais l'avocat qui est formé doit se poser cette question de savoir quel est le bon niveau d'interaction, quel est le bon niveau de soutien de son client. Et ça revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire que en bout de course, c'est le client qui acceptera ou non une solution qui lui semblera la bonne. Et ça, l'avocat peut avoir un rôle, peut exprimer une opinion, mais la solution sera la solution de son client. Donc c'est un peu compliqué. Et je trouve quand même c'est que le rôle des avocats est très différent quand il vient avant un contentieux ou quand il y a des cas d'assignation. Parce que
on lui a fait miroiter Monts et Merveilles dans l'assignation en disant, regardez, la règle de droit dit qu'on a raison, donc on y va. Et après, il faut lui dire, ah ben en fait, on va aller en médiation parce que c'est pas complètement vrai ce que je vous ai dit. Il y a donc, la formation, quand on a la chance d'avoir été formé, dès les rendez-vous pré-contentieux, on lui dit, ben voilà, je mets ça dans l'assignation, mais bien entendu, je peux ne pas avoir raison, je peux avoir le juge qui dise autre chose. Il faut déjà avoir environné de telle manière que si on lui dit, ah ben en fait, le juge nous renvoie en médiation, il faut qu'on y aille, il tombe pas de l'armoire, parce que il se dit, ah ben oui, on m'avait un peu prévenu que oui, la règle de droit elle va s'appliquer, mais pas forcément complètement. Alors la règle de droit ou les circonstances, parce que... Oui, mais parce qu'on a aussi pas dans son dossier. Parce que quand on assigne, Alors, on sait pas ce qu'il y a. ouais, pour moi, en amont du démarrage de la médiation, vraiment le rôle essentiel et plein de l'avocat, on parlait de Mésor tout à l'heure, mais en gros, c'est l'analyse de risque. Et d'essayer de la faire la plus objectivement possible et large possible. Et dès, en fait, cet exercice, sortir de juste, on va appliquer tel article, ça va nous donner tant, c'est apprécié de telle façon en ce moment par les juridictions. Ça, c'est une façon de voir la chose, mais il faut aller bien au-delà pour que les clients aient la vision la plus exhaustive possible de la réalité de leur conflit. Et des risques, et des incertitudes, et des aléas, parce que la règle de droit, c'est formidable, mais si on va au tribunal de commerce, on sait que la règle de droit, c'est une notion qui est quand même très relative. C'est quelque chose d'assez évanescent, la règle de droit au commerce. Donc, on a des surprises, on a des trucs qui sont totalement, oui, incompréhensibles. Mais pourtant, voilà, ça fonctionne. Donc, dans la préparation du client, enfin, pour moi, l'aléa, l'incertitude, à la fois sur le calendrier, sur l'application d'une solution juridique, etc., ça rentre dans l'analyse de risque par Mathilde. Et puis, dès cette étape-là qui est vraiment cruciale, il faut amener les clients, et c'est aussi très instructif pour l'avocat, y compris si on va au contentieux finalement, à s'interroger sur les sous-jacents. Pas seulement sur on a résilié tel contrat, ça se traduit par X mois de marge en indemnité. Non. Pourquoi qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui, demain, après-demain c'est un exercice qui est difficile pour l'avocat, pour le client aussi, parce que moi j'aime bien le faire graphiquement, donc sur un tableau vraiment qu'on voit les choses physiquement. Et c'est pas si simple que ça en fait, pour les clients de voir les choses de façon un peu brute comme ça. Il doit avoir conscience de la nécessaire mobilisation des équipes, évidemment du coût, donc des coûts internes. La mobilisation des équipes, c'est autant de temps qu'ils passent pas à faire tourner leur business, des honoraires d'avocat, évidemment. Et la conclusion de cet exercice, ça peut être, pour tout un tas de raisons, non, en fait, je suis pas prêt, ou même, peu importe, on y va quand même. Parce que, je reviens sur la notion de temporalité. Et ben, parfois, on a quand même envie d'en découdre. Parfois, vous parlez de la règle de droit. On a besoin impérativement qu'un point soit tranché par une juridiction pour diverses raisons. Voilà. Mais si on fait pas cet exercice et qu'on part bien en tête, non seulement le risque pour l'avocat de contentieux, c'est d'avoir une déconvenue devant les juridictions et que le client comprenne pas. Voilà, ça permet et puis au moins, ça permet à nos clients de faire un choix en conscience. Donc cet exercice-là, il faut le faire impérativement en amont. Encore une fois, il est pertinent même si on part au contentieux. Et puis après, ça peut être intéressant aussi de le refaire à plusieurs reprises en cours de médiation, en cours de contentieux. Voilà, où on en est aujourd'hui. Est-ce que justement les sous-jacents ont varié? Est-ce que vos objectifs ou préoccupations actuelles sont sans doute différents de ceux d'il y a 2 ans? Pourquoi? Comment? Et voilà, comment on traite ça? Et là, l'avocat a toute sa place, essentielle. Et ça rattrape le problème que vous mettiez en avant, et je trouve ça pas. Heureusement qu'on ne peut pas que aujourd'hui avant.
faire fonctionner le cabinet, mais heureusement, on a actuellement, on a encore la chance de pouvoir traiter nos dossiers dans l'intérêt de nos clients plutôt que de penser qu'à notre porte-monnaie. J'espère qu'on a cette chance. Donc, je trouve qu'il est important de se dire que si on accompagne bien son client en médiation, on retrouve une poche d'honoraires, qu'on ait quand même malgré tout un intérêt à aller en médiation. Parce que ça prend du temps et de préparer et de l'accompagner. Donc, il n'y a pas, je trouve qu'on n'a pas, on doit aussi y trouver notre intérêt financier et on le trouve dans l'accompagnement. Et pour répondre à votre chat, pardon, excusez-moi, vous êtes sur la méthode moi, en matière de succession, souvent les parties n'ont pas envie de se voir. Et en fait, je travaille avec les deux avocats et c'est eux qui, après, chacun font avancer leurs clients, mais on a travaillé tous les trois. Et c'est comme ça que, en tout cas, pour matière de succession, c'est souvent comme ça que je procède parce que ça évite ces émotions. Donc, on peut pu constater soit les effets pervers négatifs, soit de temps en temps, il émerge quelque chose. Mais il y a des gens, ils veulent absolument pas se voir. Et pourtant, ils ont pris conscience qu'il y avait un intérêt à aller en médiation. Donc, on passe par les avocats. Là, un peu pour balancer ce qu'on vient de dire, donc je pense que l'avocat accompagnant est pleinement avocat quand il fait cet exercice d'analyse avec son client et qu'il accepte ensuite, si son client entre en médiation, de faire un pas de retrait et de se taire, globalement. Mais il y a un autre aspect dont on parle moins, mais qui est aussi hyper important, c'est qu'on reste avocat tout au long de la médiation. Pour moi, l'avocat, c'est la figure de la défense des intérêts du client. Et donc, il faut l'avoir en tête en permanence. Le job de l'avocat, c'est pas de faire aboutir la médiation. C'est à tout moment de défendre les intérêts de son client. Et ça veut dire aussi avoir l'humilité de souffler à son client, si jamais ça arrive, et qu'il pense que ses intérêts sont plus là, ou qu'ils ont évolué de telle sorte que peut-être que les solutions qui sont en train de se dégager sont pas les plus à même de répondre à ces intérêts-là. Et je pense que là aussi, on est pleinement accompagnant en tant qu'avocat pour s'assurer vraiment qu'il n'y a pas cette course au protocole, en fait. Trouver un accord à tout prix, ça ne doit pas être l'objectif de l'avocat. Ni de la médiation générale, d'ailleurs. Ni de la médiation. Et donc c'est conserver son libre arbitre en tant qu'avocat accompagnant. C'est effectivement, comme le disait Mathilde, être capable d'avoir le recul nécessaire pour, à chaque étape, ou à chaque étape clé, on va dire, du processus, se poser la question de savoir si c'est toujours dans l'intérêt du client de continuer une discussion. Et il peut y avoir plusieurs intérêts ou plusieurs niveaux d'intérêt du client. C'est-à-dire que ça peut être dans son intérêt psychologique, on va dire, de continuer un dialogue ou d'établir un dialogue ou de poursuivre un dialogue sans nécessairement que ça rencontre, que ce soit dans son intérêt économique. Et il faut pouvoir balancer ces différents intérêts-là. Évidemment. C'est formidable. L'expérience sociale, notamment. Oui. Oui. Où on a besoin d'entendre des choses davantage. L'intérêt économique du client, je parle du salarié, par exemple, et pas forcément son intérêt à long terme. Parce qu'il y a des moteurs qui sont des moteurs beaucoup plus profonds, personnels, qui sont là à l'œuvre derrière la médiation. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire. Alors après, il y a le rôle de l'avocat, évidemment, dans l'étape aval, c'est-à-dire formidable, on trouve un accord, c'est merveilleux. Là, l'avocat reprend son rôle de rédacteur, en tout cas en France. Dans d'autres pays, c'est le médiateur qui rédige le protocole. Il faut le savoir. Et chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, l'avocat reprend son rôle.
parce que évidemment, il va falloir mettre en forme l'accord des parties, se poser la question de savoir si on fait homologuer, pas homologuer, et évidemment éclairer le client sur ce genre de choix, sur les conséquences de ce genre de choix pour la suite. Pardon, il y a un point qu'on n'a pas discuté. C'est un peu décousu, désolé. On a parlé de l'analyse de risque et de la mésor pour son client. Ah oui, ça mais je sais plus. Ouais. Pour moi, l'autre vraiment l'autre étape qui fait gagner tellement de temps et qui est une clé de réussite de la médiation, c'est d'inciter son client à faire le même exercice, à tenter de le faire pour l'autre partie. Ouais, c'était beau. C'est partie de l'analyse de risque global. J'allais dire, qu'est-ce que l'autre va dire de quelle est sa propre bataille à lui. Exactement. On a une chance de se rejoindre quelque part. Il y a un point, il y a finalement, est-ce que les ensembles se croisent à un moment ou pas? Voilà. C'est partie de la stratégie globale. Ouais. Et pour le coup, qui est très peu abordé quand on est dans une logique classique de contentieux. Peut-être plus en égo de contrat, je sais pas, mais ouais. Si, mais en tout cas, c'est la façon dont on devrait procéder, c'est-à-dire que je cherche à comprendre les intérêts des deux parties et à équilibrer les choses, mais tout le monde ne le fait pas. On voit bien souvent les contrats qui sont proposés, qui sont tellement dans un sens que ça prend pas mal de temps de les rétablir dans un autre, et donc bon, si dès le départ on avait cherché à proposer quelque chose d'à peu près équilibré, on aurait gagné du temps. Et tout le monde ne le fait pas, mais effectivement, on peut y arriver en se posant en 2 minutes la question de savoir, et en face, qu'est-ce qui est important pour eux, ou comment est-ce que eux-mêmes vont envisager ce qu'on leur propose. Si on y arrive, c'est bien. On gagne du temps. Et je pense qu'en cours de séance, justement, si on découvre quelque chose qu'on n'avait pas forcément identifié, on était passé à côté, c'est important d'utiliser les caucus justement pour ça, pour avoir le temps de se poser, pour discuter avec son client, éventuellement le médiateur, pour rééquilibrer un peu sa stratégie. C'est important aussi le rôle des caucus, ça peut l'être pour ça et plein d'autres choses, mais par exemple là-dessus, ça peut aider. Bien sûr. Oui, de la même façon qu'on ne doit pas être mu uniquement par l'objectif de parvenir à un accord, il ne faut pas qu'il y ait de précipitation. Je pense que c'est vraiment hyper important de laisser le temps à ses clients, un peu de laisser les choses décanter et de réajuster la stratégie aussi. Entre les réunions, même si on les multiplie, ça prend le temps que ça doit prendre, quoi. Non. Le moment où ça va se plus mais ça aussi, c'est pas si évident pour l'avocat en termes de posture. Justement, on parlait de sachant tout à l'heure. Le risque, a fortiori pour un avocat pas formé, c'est d'arriver en disant moi je sais. De toute façon, ça c'est, je sais pas, c'est entre tel et tel montant et on a, en gros, la discussion elle va être limitée à cette fourchette de prix et donc on a besoin de 2h30, aller 3 heures et c'est plié. Bah non, en fait, ça se passe pas comme ça. Ou alors on n'y arrive pas. Sans faire la promotion de la médiation, mais justement dans le cas de l'accompagnement des clients à la médiation, est-ce qu'on n'aurait pas un recueil, par exemple, de solutions qui ont pu être trouvées en médiation? Si vous voulez, c'est toujours, ça pourrait être intéressant parfois, il me semble, de pouvoir dire aux clients, mais regardez, dans cette situation-là, bon, ok, on a la jurisprudence de la Cour d'appel, etc. Mais par ailleurs, sachez que il y a des solutions en médiation qui ont pu être trouvées à la satisfaction des deux parties et elles présentent tel ou tel avantage. Alors, je sais bien qu'il y a la confidentialité, que c'est le secret, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qui nous aiderait en ce sens? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas l'imaginer? On peut sans doute imaginer de compiler des pistes de réflexion, mais après, je pense qu'il y a quand même un côté unique dans la médiation qui rend l'exercice un tout petit peu compliqué. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on médie plutôt qu'autre chose? C'est aussi pour prendre en compte les particularités de chacun. Et dans les accords qu'on peut imaginer, il peut y avoir des accords qui ne
de fond de sens que dans un cas très particulier. Après, s'il s'agit simplement d'imaginer des alternatives, bon, ça, à la limite, c'est sans doute possible. Et je ne sais pas si le CMAP, par exemple, compile non, non, mais pas les résultats, mais enfin, si, justement, les résultats, mais pas les C'est-à-dire les solutions qui Ouais. sont. Alors, on compile pas les solutions, même si en fait, normalement, on n'est pas censé les connaître. On sait simplement qu'un protocole a été signé, mais on n'a pas en soi, nous, l'information brute de ce qui a été. Il y a une grande différence entre la médiation et la jurisprudence qui a une proposition de décision judiciaire. C'est justement la différence entre la fonction du fait de la règle de droit judiciaire. Ce que tu disais, Jérôme, les éléments constitutifs qui amènent à une solution en médiation sont très très différents en réalité. Donc il y a le problème des rapports humains, il y a le problème des rapports économiques, et on peut peut-être arriver à des médiations. Enfin, peut-être. Il est possible que des médiations soient un peu en contradiction avec des règles de droit pour des raisons factuelles. Donc c'est pour ça que ça me paraît impossible de. Oui, mais il me semble qu'à l'amont, il peut y avoir une analyse des conflits. Vous voyez, une analyse des situations conflictuelles où on dirait, ben voilà, là, il y a eu des situations conflictuelles qui ressemblent à la vôtre et qui ont permis d'avoir une solution intéressante pour les parties. Alors après, ne pas dévoiler, et puis bien entendu, on n'a pas le support de la règle de droit. Je suis bien, c'est toute la difficulté. Un point dont on n'a pas parlé dans le choix de la médiation et qui évidemment fait partie des aspects très positifs de la médiation qu'on met systématiquement en avant pour convaincre les clients de l'intérêt d'entrer en médiation, c'est la créativité et le fait que la solution, bon, c'est une évidence, mais que la médiation permette d'arriver à une solution qui dépasse, mais très largement, le champ très réduit du contentieux judiciaire. Et sans qu'il y ait de recueil, il y a certainement, en tous les cas, des idées types, en tous les cas, de solutions qu'on peut faire valoir auprès de nos clients. Je pense par exemple à la tarte à la crème d'une rupture de relation commerciale établie. Bon, bah, devant une juridiction, les seules questions qu'on va aborder, c'est l'existence ou pas de la relation selon les critères de la jurisprudence, et ensuite la durée du préavis effectif et le calcul de la marge. C'est tout, il n'y aura rien d'autre. Bon, il y a une solution, parmi les solutions possibles, ou en tous les cas les composantes d'une solution en médiation, il peut y avoir, par exemple, la poursuite partielle de la relation, ou alors même un nouveau marché, un nouvel accord. Et ça, on le voit, c'est très fréquent dans le cadre d'une médiation que finalement les parties aient intérêt à continuer à bosser ensemble, parfois sur un truc qui n'a rien à voir avec l'objet du. Exactement. Donc ça, typiquement, la survie ou même la création d'une nouvelle relation commerciale ou contractuelle, il me semble que ça fait partie des solutions types qu'on peut mettre en avant, oui, sans avoir besoin de recueil. Et puis, il y a des solutions qui seraient compliquées à mettre à formuler. C'est-à-dire, là, j'ai un exemple où j'ai été médiateur dans un dossier où, en réalité, la solution, elle a consisté en un rééquilibrage économique entre deux parties et ça me semblerait très compliqué de devoir décrire ce qui s'est passé. C'est-à-dire, oui, alors dans ce cas, un conflit entre un actionnaire et un dirigeant. Donc ça, on peut dire, c'est un conflit entre un actionnaire et un dirigeant. Mais la solution, comment est-ce qu'on va la décrire? Oui, il y a eu un accord entre les parties pour rééquilibrer économiquement la situation, mais c'est compliqué. C'était un dossier un peu... Vous voyez, c'était un dirigeant dans une opération de LBO avec des mécanismes financiers à l'œuvre qui étaient assez complexes puisqu'il y avait une sorte de package. Bon, alors, comment est-ce qu'on va décrire ça? Oui, alors la formule sur les ADP, machin, a été modifiée pour... Trop compliqué. Donc, on peut dire, oui, l'accord qui a été trouvé entre les parties
a résulté dans un rééquilibrage de l'équation économique de leur relation. Mais qu'est-ce qu'on en tire? C'est compliqué à dire. Après, oui, alors, tiens, j'y avais pas pensé. Si, oui, bien sûr qu'on va penser à rééquilibrer les relations économiques, mais la réalité, l'intérêt va être dans le détail, et ce détail-là, il n'est pas, on peut pas Non, mais peut-être, par exemple, rééquilibrage rendu possible par une remise en question respective des deux parties. Oui, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. En fait, il y a aussi de marquer les esprits par quelques exemples extrêmes, presque caricaturaux, tout en ayant un discours raisonnable, en employant exactement les termes que vous avez employés, frère. Que le client rationnel voit derrière cette généralité de rééquilibrage tout ce qu'il y veut, et inversement, quand on explique bon bah il y a eu un accord qui a permis de compenser une somme que le débiteur ne pouvait pas payer par une subvention sur 10 ans pour la création d'un orphelinat, je ne sais pas où, qui en fait tenait à cœur. C'est très caricatural, mais là tout le monde comprend qu'en fait le champ des possibles est immense, et soit ils aiment et ils y vont, soit ils disent bon, non, je veux pas de ça. Enfin voilà, c'est marquer les esprits parfois est mieux que de essayer d'infléchir un a priori. Si les chiffres sont les mêmes, on peut aussi dire que les séquences en médiation, donc 60-70% des cas pour médiation, c'est quand même très rapide. Donc, quelle question, mais vous n'avez pas bien aidé. Parce qu'en droit de la famille, parce que moi j'ai fait ma formation à Descartes. Il y avait dans l'UFR, il y avait une partie droit de la famille, et il y avait une femme qui s'appelle Marthe Marandola, qui a fait ce genre de recueil, mais elle a pu le faire sur les histoires de famille. Et les gens trouvent des solutions extraordinaires. Et ce fameux point de bascule en droit de la famille, on le voit quand on le perçoit. Et quand elle le raconte. Et donc, je ne sais pas si ça peut vous aider. Alors là, c'est des histoires de famille. Hein. On n'est pas du tout en train de négocier des contrats. Mais ça répond peut-être à ce besoin. Ah oui, elle est extraordinaire, cette femme. Et elle fait beaucoup des séances d'analyse où chacun vient raconter justement quelles solutions sont sorties ou quels problèmes il a, et ils repartent en médiation avec les idées des autres. Enfin, c'est un partage d'expérience. C'est super différent, en fait. Comme vous nous faites beaucoup échanger. C'est intéressant, si je comprends bien, c'est aussi pas mal sur l'analyse que je prends bascule. Oui, c'est ça. Merci. Là, je pense qu'on a fait le tour, un bon tour d'horizon du rôle de l'avocat accompagnant en médiation. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec nous et d'avoir partagé, parce que on trouve que c'est quand même à 8h30 du matin, c'est quand même mieux que d'écouter un cours magistral, c'est impossible. Il y avait une petite question dans le chat, cette fois-ci en matière de médiation à l'initiative du juge judiciaire. Quel est le rôle de l'avocat? Le médiateur doit-il passer directement par l'avocat pour les invitations ou l'envoyer au client, selon vous? Je vais peut-être vous redonner la parole, mais comment dirais-je, admettre que une expérience, j'ai eu pendant un certain temps une fâcheuse tendance à conseiller à mes clients de refuser systématiquement une médiation judiciaire pour la simple raison qu'elle a été proposée par la juridiction et que ça me semblait inconcevable. Donc voilà, je l'avoue volontiers aujourd'hui. Et donc, ce que je faisais dans ces cas-là, c'est que je disais à mes clients, non, alors c'était même pire que ça. Soit je savais que la partie adverse allait refuser, et donc je disais à mes clients, oui, acceptez. On écrit tout de suite à la juridiction pour dire qu'on est parfaitement ouvert à l'idée d'une médiation, et de toute façon, ça n'arrivera pas. Vous faites les bons élèves face à la juridiction, et voilà. Un bon exemple à pas suivre d'instrumentalisation de la médiation. Et puis sinon, je disais, on refuse la médiation judiciaire, mais par contre, on la met en place parallèlement. Mais c'est nous qui choisissons, vous maîtrisez les choses. Bon, voilà, ça c'était quand j'étais jeune. Et maintenant,
Non, bah, encore une fois, en fait, c'est toujours le même exercice de l'avocat accompagnant. Quel est l'intérêt de son client? Évidemment, de présenter les choses de la façon la plus objective possible à son client pour qu'il comprenne l'intérêt ou pas à répondre à l'invitation et la façon dont il doit se positionner. Et puis après, la deuxième partie, c'était sur Ah oui, est-ce que le médiateur doit passer par l'avocat? Alors là, je vais pour donner la parole au médiateur judiciaire. Le sport ou la course pour le médiateur, c'est le plus tôt possible, avoir ce lien et l'installer comme légitime, y compris par rapport à l'avocat. Je ne devrais pas dire ça dans une séance dédiée à l'avocat accompagnant, mais pour qu'il soit bien clair que le médiateur peut avoir un rapport direct avec chaque participant. Voilà. Et c'est vrai pour le numéro de téléphone de la partie, c'est bien au CMAP que on est éminemment bien supporté par le CMAP pour avoir toutes les cartes en main dès le début. Mais l'idée, c'est aussi psychologiquement d'installer cette idée dès le début. Moi, sur la demande, j'ai nommé les avocats, j'ai nommé les parties, et je demande aux avocats, je leur dis, je suis nommé, il faut le mettre en place. Je leur écris à chacun, je leur demande les coordonnées des parties, et s'ils ne le mettent pas, si je ne les ai pas, je les cherche moi-même et je téléphone. Parce qu'autrement, je ne sais pas qui a dit non, en fait. Et vous êtes tributaire, mais on vous parle. Et puis, je dis mon confrère, il faut essayer de les mettre dedans, parce que si l'avocat est contre et qu'il ne leur en parle même pas, je ne le sais pas. Donc, on se retrouve avec des parties qui n'ont pas su, mais ils auraient pu avoir cette possibilité de venir en médiation. Oui, mais tout ça, on a le temps, on a 15 jours pour dire qu'on a fait ce qu'il fallait, pour dire qu'on était là, qu'on a mis en place, et pour dire à la cause qu'on est en train de faire. Mais si vous n'avez pas de réponse. Ben, si je le dis à la cause, ben, je n'ai pas de réponse, et la cour en tire les conséquences qu'elle veut, mais là, je n'ai que 15 jours. La question sur les parce que votre expérience de la médiation, vous gérez le fait que le médiateur peut se retrouver un peu en difficulté pour faire aboutir le processus parce qu'il a deux interlocuteurs, le médié et l'avocat du médié finalement. Est-ce que dans les réunions préalables, initiales, il vous semble pertinent que le médiateur dise, voilà, mon interlocuteur, pas exclusif, en tout cas principal, c'est ou l'avocat ou le médié. Comment est-ce que vous gérez cette dualité qui peut se traduire par une difficulté pour faire aboutir le processus? Moi, je pense que c'est le rôle du médiateur de définir le cadre. Le cadre, ça doit être celui de la parole du médié dans toute la mesure du possible. Et donc, il appartient au médiateur d'expliquer à l'avocat quel sera le rôle ou la place qui lui sera réservée. Alors, il faut le faire en amont, prise de contact en disant, maître, j'écouterai avec beaucoup d'attention ce que vous allez me dire, mais c'est la parole de votre client qui m'importe, grosso modo. Et après, le rappeler en séance si on a en face de soi un avocat qui plaide son dossier. Parce que on le voit tout de suite, on le sent tout de suite, ça se voit. Enfin bon, déjà, première réunion, qui prend la parole, c'est l'avocat qui va parler en premier par rapport au client. Donc, il faut trouver un moyen de recadrer l'avocat et il faut trouver un moyen de lui dire que on va pas minimiser le rôle qu'il peut avoir dans le processus, mais que c'est justement l'intérêt et l'objet de la médiation de laisser la parole à son client. Et après, il faut aussi, mais c'est là où il faut un peu d'intuition, etc., on peut se rendre compte il va y avoir des médiés pour lesquels prendre la parole, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et donc, il faut pas non plus, à mon avis, insister ou se mettre dans ou se placer dans une situation dans laquelle, en voulant faire parler le médié, en réalité, on
on l'enferme dans un truc où c'est encore plus compliqué pour lui de parler. Donc, bon, il n'y a pas de, à mon avis, c'est la sauce, quoi. Là, il n'y a pas de. On n'arrive pas directement à payer, non plus. On a Oui, oui, mais. travailler en amont. Et... On voit déjà comment l'avocat réagit par rapport à. Absolument. Et donc, il y a une part de. Ouais, d'intuition, il y a une part de sauce. Ça prend pas. Je ne sais pas. Mais quand un des deux avocats accompagnants est formé ou en tous les cas habitué et que c'est pas le cas, qu'il y a un déséquilibre, pour moi, souvent on parle d'avocat facilitateur, allié du médiateur. Ça peut être une des façons de mettre en œuvre ça que de rappeler à son confrère un peu les règles. Enfin. Vous posez la question du premier contact. Pour Mathilde ou moi, le premier contact avec le médiateur va consister à dire au médiateur qu'on est formé et que donc on va être acteur de la médiation. Et donc on va dérouler tout ce qu'on vous a dit là. C'est-à-dire, on va parler avec notre client, on va lui expliquer comment ça va se passer, on va travailler sa mésor, on va faire beaucoup de choses en amont de la médiation, de façon à ce que notre client arrive dans les meilleures dispositions possibles. On ne sait pas qui on a en face de nous. Enfin, bon, on le sait et on sait. Si on a en face de nous un confrère qui est formé, c'est génial. On s'appelle, on va dire voilà, on va faire ci, ça, et ça se déroule assez facilement. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ça nous est arrivé de dire au médiateur voilà, on est formé, on va faire ça, etc. Et d'avoir en face de nous un confrère dont on a assez immédiatement compris qu'il est totalement réactif à tout ça et qui savait mieux. Et qui était dans cette posture où il était plus âgé, il avait plus d'expérience, il savait mieux, et donc en plus il y avait une femme en face de lui, donc alors là il avait la totale. Tout ça ne va pas. Et très rapidement, il m'a pris à part, il en est tout Mathilde, et il m'a dit on sait que voilà, en deux réunions d'une heure, on a fini. Et je lui ai dit que je pensais pas. Et ça n'a pas pris de réunion d'une heure, ça a été beaucoup plus long. On est parvenu à quelque chose, mais on est parvenu à quelque chose réellement contre sa volonté. Mais parce que nous, on avait préparé le client et que donc notre client était venu avec déjà des dispositions qui étaient favorables. Et je crois que la partie d'en face a su accueillir aussi ça, a su entendre ou voir que le client était dans un état d'esprit qui était un état d'esprit constructif, on va dire. Et ça a emmené l'avocat. En fait, l'avocat s'est fait un peu déborder par son client parce que il y avait une traction entre les parties et donc l'avocat, malgré tout sa volonté de parvenir à son accord rapide en une heure, non, il a été emmené par son client et donc il a dû accompagner. Et à la fin, ça s'est bien résolu, mais voilà, c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À toutes et tous. Et merci, Lorraine. Moi, je ne suis pour rien. Merci à vous pour votre intervention. Je vous remercie à tous et à toutes pour vos questions. Également pour ceux qui sont en ligne pour les interventions qu'ils ont pu avoir sur le chat. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Bien évidemment, vous avez le petit déjeuner qui vous attend.